Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une librairie d'identification, la librairie Face Recognition, et nous allons la tester sur Jetson Nano. Voilà le package à installer, donc c'est très simple, pip install Face Recognition. J'ai testé ça sur Jetson Nano, sur Raspberry, sur différents Linux et sur Windows, ça passe sans aucun problème. Et on va avoir accès à une librairie qui comporte très peu de fonctions. On va le voir, elle est vraiment très simple d'utilisation. Alors il y aura peut-être quelques autres librairies à installer, dont une qui est la librairie dlib. Donc on l'avait déjà utilisé cette librairie dlib, j'avais fait une vidéo pour évaluer l'orientation de la tête. Ce que nous donne cette librairie, c'est une série de points lorsqu'on lui donne un visage. Ce qui permet donc d'avoir une idée de la géométrie, et cette librairie s'appuie justement sur la librairie dlib pour avoir la géométrie, et en fonction de ça, elle va nous donner un vecteur embedding. Donc là aussi, vous avez une vidéo, je l'ai faite il n'y a pas longtemps, sur ce qu'est un vecteur embedding, et à partir de ce vecteur embedding, on va pouvoir identifier la personne. Avant de voir son utilisation, c'est une librairie qui a été construite suite à un concours qui avait été organisé par ce site. Donc peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous l'avez déjà vu. On peut y récupérer un dataset d'entraînement. C'est un dataset de célébrités, donc on a tout un tas de photos d'hommes politiques, de journalistes, de sportifs, de chanteurs, d'acteurs, etc., etc. Et un concours avait donc été organisé autour de ce dataset, et cette librairie avait obtenu un résultat de plus de 99%. Donc c'est plutôt pas mal, c'est même plus que bien. On va le tester, alors bien sûr comme toujours, les réseaux sont adaptés lorsqu'il y a des concours, donc on n'aura pas un 99% de réussite, mais on aura tout de même un très bon résultat comme on va le voir. La première chose qu'il va falloir faire, même si ce réseau a été entraîné avec des visages pour que des vecteurs embedding d'une même identité soit clusterisés, c'est ce qu'on avait vu dans cette vidéo, parce que c'est l'idée, obtenir des clusters en fonction de classes, donc là c'est en fonction d'identité. Même s'il a été entraîné avec tous ces visages, il va falloir que l'on fabrique une petite base de données avec les visages que l'on veut faire reconnaître. Donc moi j'ai déjà fait ce travail, j'ai mis environ 200, j'ai un peu plus de 200 identités. Alors ça se fait assez vite parce que, comme on va le voir, avec une seule image, on obtient de très bons résultats. Alors par contre, quand vous le faites, essayez de mettre des images de bonne qualité. Donc voilà un exemple. Prenons Nicolas Hulot au hasard. Hop. Voilà, j'ai pris une image. Alors il faut qu'elle soit de face ou quasiment de face, que la personne soit bien éclairée, que la résolution soit plutôt bonne, histoire qu'il n'y ait pas de problème avec la lecture de l'image. Donc il vous faudra juste avoir au minimum une image par personne. C'est suffisant pour obtenir de bons résultats. Donc voilà pour ce qui est de la première étape. Alors celle-là, je peux malheureusement pas la partager parce que, si je ne dis pas de bêtises, il y a des soucis juridiques. Bien, on va faire deux programmes. Un qui va lire donc et préparer tous nos vecteurs embedding sur l'ensemble donc des images que l'on a préparées, et un deuxième qui les utilisera. Alors pourquoi je sépare en deux? On pourrait tout mettre dans un même programme, mais préparer les vecteurs embedding prend un peu de temps. Donc pour éviter de perdre 2, 3, 4 minutes, voire plus au début du programme à relire toutes ces photos pour en faire des vecteurs embedding, on va le faire une fois pour toutes, on va stocker le résultat dans un tableau et ensuite on pourra l'utiliser. Donc on va regarder le premier programme qui s'appelle Prépare Embedding. Donc il est tout petit. On va prendre donc notre répertoire, on va juste le lister, il n'y a rien de plus simple que de lister un répertoire avec listdir. Et on va utiliser la fonction suivante. Donc on a une première fonction à utiliser qui est load image file. Donc tout est dans la documentation. Non, c'est pas celle-là. Hop, voilà. Ici, on a juste à lui donner un fichier. On peut éventuellement préciser un mode. Moi, je vais laisser le mode par défaut. Donc on va juste lui donner le fichier.
Et on va faire appel à cette fonction qui permet, avec une image qu'on va lui donner en paramètre, de nous renvoyer ce vecteur encoding, ce vecteur donc embedding. Donc on va stocker au fur et à mesure tout ceci dans une liste, et on va également prendre le nom. Alors le nom, ça va être simple, pour moi c'est le nom du répertoire, j'ai pas mis ça dans un fichier, hein, ce sera tout simplement le nom du répertoire. Donc c'est ce que je fais ici, face name append, et je remplace le underscore. Alors ça c'est de l'esthétique, hein, je remplace ici le underscore par un espace. Quand on fera l'affichage tout à l'heure, ça sera un petit peu mieux. Voilà, donc on va juste lire toutes ces images, récupérer les vecteurs embedding, récupérer le nom associé, et on va faire ensuite npsave. Donc avec la librairie NumPy, on peut enregistrer des tableaux, il suffit de donner un nom, et bien évidemment le tableau enregistré. Donc on va le faire avec les vecteurs embedding, et on va le faire avec les noms. Donc voilà pour la première étape, c'est relativement simple. Bien, le programme a été lancé, voilà, il y a 217 identités, et comme on le voit ici, ça met plus de 3 minutes, 3 minutes 30, 3 minutes et demie, donc il est bon de préparer ça pour pas que on fasse tout ce travail à chaque fois qu'on va lancer le programme d'identification. Donc comme ça c'est fait une fois pour toutes, nos calculs sont faits. Alors bien sûr, si on rajoute une identité, il faudra relancer le truc, même si il n'est pas bien sûr impossible de compléter. On pourrait affiner le programme et ajouter les vecteurs embedding à la fin du fichier que l'on a créé. Donc on pourrait améliorer ça un petit peu, mais ici je vais le laisser comme ça. On va partir avec cette base. Deuxième programme, identification. Alors ce que je vous propose ici, c'est de commencer à créer une classe donc pour ce futur projet dont je vous parle depuis un moment, ce projet de robotique. Je commence à écrire quelques classes, et là on va écrire une classe pour l'identification. Et cette classe va pouvoir prendre en entrée différentes sources, ce qui va me donner l'occasion de parler d'une fonction qui est assez sympathique, qui permet de récupérer des images dans YouTube. Alors pourquoi je parle de YouTube ici? Parce que souvent en traitement d'image en IA, on fait des premiers essais avec une caméra, mais assez rapidement on a envie d'aller tester ça dans d'autres environnements. Et une façon simple d'aller tester ça, c'est de récupérer des photos, des vidéos sur YouTube. Mais on a une petite librairie assez sympathique, celle-ci, qui nous permet de gérer en fait un flux vidéo qui arriverait de YouTube, exactement comme on gère une caméra, donc avec la fonction vidéo capture d'OpenCV, et ça c'est bien pratique, juste en faisant appel à quelques fonctions. Donc première chose, dans notre classe, dans notre fonction d'initialisation de la classe, alors on va donner le type d'entrée que l'on veut, soit la caméra qui est branchée sur le bus CSI, soit la caméra RealSense, soit un fichier MP4, soit une vidéo YouTube. On va voir après la syntaxe. On va lui donner un fichier embedding, donc ça c'est ce qu'on a préparé juste avant, et le fichier avec tous les noms, ça aussi c'est ce qu'on a préparé avant. On va mettre ici une largeur max. Lorsque l'on donne des... si on revient dans la documentation, lorsque l'on donne des fichiers ici, images, enfin des images, pas des fichiers images, des images à notre fonction, elle est un petit peu longue, et il vaut mieux donner des images en général avec un nombre entre 200 et 300 en largeur, donc en pixels. On arrive à avoir de très très bons résultats. Au-dessus, ça sert à rien, ça fait plus ramer qu'autre chose, et on n'augmente pas vraiment la précision de la librairie. Donc moi j'ai mis 320. Du coup, même si on donne une image beaucoup plus grande, il y a un resize qui sera fait avec cette largeur. Et ensuite, on va aussi donner une valeur de tolérance. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo sur les vecteurs embedding, tout est histoire de distance. Donc, la distance, c'est pas ici, c'est ici. La distance à une identité connue doit être inférieur à 0,5. Si on est au-delà, c'est qu'on ne connaît pas la personne
dans l'image qu'on est en train d'analyser, d'accord. Donc eux ont mis comme distance 0,6. Hop, je vais la retrouver, voilà ici, ils appellent ça tolérance. 0,6, je trouve ça un petit peu élevé. Moi je préfère descendre et mettre la distance à 0,5. On va voir tout à l'heure en l'affichant en temps réel quelle est la distance en général lorsque l'on connaît le visage. Ici on a le problème qu'on a sur tous les détecteurs, hein. Si on règle le détecteur trop sensible, on va avoir énormément d'informations, mais une partie de cette information va probablement être fausse, il y aura des faux positifs. Par contre, si on diminue sa sensibilité, on aura des résultats un peu moins souvent, mais la probabilité qu'il soit bon est beaucoup plus élevée. Donc moi, j'ai préféré mettre la distance à 0,5, mais vous pourrez changer ça à l'appel, à la création de la classe. Bien, du coup, dans notre fonction init, soit on donne une entrée qui commence par HTTPS, et on met derrière l'URL YouTube. J'ai mis un exemple un peu plus loin. Hop, ça va donner par exemple ceci. On regardera ce que c'est juste un débat télévisé. On fera tourner la fonction là-dessus. Donc soit ça commence par HTTPS et on fait appel à cette fonction qui va nous permettre d'utiliser la fonction vidéo capture read comme on utilise ça sur notre caméra. Donc ça c'est bien pratique. Soit on donne CSI en paramètre à ce moment-là sur Jetson Nano. Alors c'est pas vidéo capture 0 comme on est habitué à le faire sur notre Linux, je dirais classique sur un PC ou sur Raspberry. La ligne est légèrement plus complexe. Soit on fait appel à la caméra RealSense. Donc ça c'est pour moi, puisque vous l'avez compris dans mon projet, c'est ce que je vais utiliser. Sinon, on pourra aussi lui donner un fichier. Voilà déjà ce que l'on va mettre dans notre fonction d'initialisation. Et donc ça donnera quelque chose comme ça. J'ai appelé ma variable Toto. On essaiera de trouver un petit peu mieux. Mais quand on fera appel à la classe, donc soit on lui précisera RealSense, et ensuite donc les fichiers, soit une URL YouTube, soit la caméra sur le bus CSI, soit un fichier, par exemple ceci. Donc voilà pour la fonction d'initialisation de notre classe. Alors ensuite, on va avoir juste 3 fonctions à faire. Donc il va falloir lire, on a donné une entrée, donc on va lire au fur et à mesure les infos. Donc quand on est en mode, je dirais, entre guillemets, vidéo capture, bon, c'est simple, hein, ça sera juste un read, ça c'est ce qu'on a fait, ce qu'on est habitué à faire. Et avec la caméra RealSense, donc comme on l'a vu la dernière fois, c'est un petit peu différent. Il faut aller chercher l'image dans un pipeline que l'on a créé juste avant, en lui précisant ce que l'on voulait. Moi, j'ai pris juste l'image de la caméra. Là, j'ai pas l'image de profondeur, hein, puisque là, je m'en sers pas. Donc la fonction read est vraiment très très simple. Il faudra y faire appel dans notre boucle. Une fois que l'on a l'image, donc on va pouvoir faire appel à la fonction analyse. Donc c'est là qu'on va utiliser les fonctions de notre librairie. Donc première chose, on va juste regarder si l'image n'est pas trop grande. Ça c'est pour pas faire ramer notre programme. On va faire un resize si l'image est supérieure donc à la taille que l'on a mis là. Donc moi j'ai mis en largeur 320. Ça suffit très largement, on peut même descendre à 250 voire 200. On a toujours de très bons résultats. Donc les trois fonctions auxquelles il faut faire appel sont les suivantes. La première, face recognition, donc face location, qui va permettre, comme son nom l'indique, de localiser dans l'image qu'on lui donne ici, de récupérer, de localiser les visages. Une fois qu'on a localisé les visages, on va faire appel à la fonction qui nous permet d'avoir les vecteurs embedding. Donc on lui redonne l'image et on lui donne les localisations que l'on a eues juste avant. Maintenant, on a l'ensemble de nos vecteurs qui sont ici. Donc on n'a plus qu'à parcourir tout ça. Et on va faire des calculs de distance. Alors, des distances entre quoi et quoi? Donc entre
notre base de données, celle que l'on a préparée avant, avec toutes les images que l'on a préparées avant, d'accord, notre base d'images connues, donc de vecteurs embedding connus, avec nos identités connues. Donc on fait une distance, un calcul de distance entre tout ça, donc moi j'en avais 217, j'ai dit, et le vecteur embedding qu'on est en train de traiter. On va regarder la distance minimum. Si on est inférieur donc à notre tolérance, donc à notre distance minimum, on part du principe que la personne est connue. Donc on va juste récupérer le nom ici. Si on est supérieur à cette distance, donc à ce 0,5, mais 0,6 si vous prenez la distance par défaut, eh bien on va tout simplement écrire inconnu. Donc voilà ce que l'on va faire, hein. On va tout simplement parcourir la liste qui nous est renvoyée ici. On va la parcourir, on va faire nos calculs de distance et on va remplir ces deux listes que l'on initialise ici. Une liste avec les noms, une liste avec les distances. Et on va aussi regarder, on va aussi garder, pardon, dans notre classe, ici j'ai mis self, face location, on va aussi garder la localisation des visages que l'on entourera d'un rectangle. Donc c'est ce que l'on va faire dans la fonction qui est juste après, qui est la fonction render. Hop, elle est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va récupérer tous les visages qui ont été localisés dans l'image. On va récupérer les noms. Donc ça c'est le travail qu'on a fait juste avant. On va récupérer les distances parce que je vais aussi l'afficher. Ça peut aider à bien régler donc cette variable tolérance. Vous pourrez la changer comme ça. On va entourer le visage d'un rectangle. Alors, il ne faut pas oublier de remettre ça au bon ratio parce que quand on a fait l'analyse d'image, on l'a réduite. On l'a réduite, alors plus ou moins selon la résolution qu'on a en entrée. Il faut calculer le ratio pour avoir les coordonnées dans notre image d'origine, puisque l'analyse a été faite dans une image plus petite. Donc il faut rediviser par ratio. Donc une fois qu'on a tout remis à l'échelle, de façon très très simple, hein, c'est une simple division, on peut entourer le visage d'un rectangle et on peut mettre un texte. Juste sous ce visage, on va y mettre la distance et on va y mettre le nom, qui pourrait être donc soit un nom connu, soit le mot inconnu. Donc on va tester tout ça. Alors une fois qu'on a fait notre classe, hein, c'est relativement simple. Donc on a à appeler ici. Donc déjà je vais le tester juste sur moi. Donc avec la caméra RealSense. Mais après on ira tester ça sur une vidéo YouTube. Donc là on crée notre objet avec ce nom très original Toto. On va faire un read, d'accord? On va lire une frame, on va l'analyser. On va du coup pouvoir parcourir. Alors ça, ça sert pas à grand chose. C'est moi qui l'écris sur la console, mais on n'est pas obligé de le faire. On va faire appel à la fonction render qui va nous préparer l'image et on pourra ensuite l'enregistrer. Donc voilà, du coup l'utilisation de la classe est vraiment très simple. On va tester ça de suite. Voilà, le programme est lancé. Donc là, je dois avoir un carré blanc autour du visage, donc je le vois. Et il y a l'identité qui est indiquée au-dessous avec la distance qui est ici. Donc là, vous pourrez, c'est sur ce paramètre tolérance, hein, sur lequel vous pouvez jouer pour savoir si vous connaissez l'identité ou pas. On va aller tester ça sur une vidéo YouTube. Donc on va changer. Hop, c'est parti. Cette librairie, elle est pratique parce qu'elle évite d'avoir à downloader la vidéo. On peut faire ça à la volée, et ça c'est assez sympa. Voilà, donc ici j'ai mis une partie des journalistes qui sont sur le plateau télé, mais ils n'y sont pas tous. Alors j'ai un petit lag au début parce que le protocole est en X et au début il rame toujours un petit peu, mais après ça sera fluide. Voilà, donc c'est parti. Voilà, là il y a différentes personnes. Donc j'avais bien mis Jean-Claude Dacier. Ici, la journaliste qui est à droite est inconnue. Donc ça c'est bon. Et on a Laurence Ferrari qui est ici. Alors là bien sûr ça marche très très bien parce qu'on est sur un plateau télé. Les gens sont relativement de face. La lumière est très bonne. Ils sont très bien éclairés. Donc
Vous allez me dire que c'est plutôt facile, mais toutes les librairies s'en sortent pas aussi bien malgré tout. Et je l'ai testé dans de mauvaises conditions. Et ça passe toujours bien. Alors je vais accélérer un peu. Donc on peut avancer de plusieurs frames en appuyant sur A ou sur Z. Je sais plus combien j'ai mis, mais je crois que je saute 200 frames en appuyant sur A et 2000 frames en appuyant sur Z. On va avancer un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes. Alors Emmanuel Macron, je l'ai mis au début. Alors vous voyez que il est mis inconnu à 0,55. Peut-être qu'un 0,55 serait un peu mieux. Là on a un 0,52. Faudrait peut-être que j'ai peut-être un peu trop descendu. 0,55 serait un petit peu mieux. Donc le visage qui est complètement à droite, je ne l'ai pas mis dans la base, il est toujours noté inconnu. Il y a 0,66, 68. Donc là c'est bien. Peut-être pourrait-on changer, ouais, descendre, augmenter un tout petit peu la variable tolérance. Bon, voilà pour cette librairie. Voilà pour cette vidéo sur cette librairie qui, vous l'avez vu, est plutôt simple d'utilisation. On lui donne un visage, on a un vecteur embedding et comme on l'a vu dans le tutoriel numéro 38, tout n'est qu'histoire de distance. Donc maintenant qu'on a ça, on peut cumuler ça avec les réseaux de neurones, ce qu'on a vu dans les dernières vidéos sur le Jetson Nano. On peut y ajouter la distance, on peut y ajouter pas mal de choses. Et là, on va commencer à pouvoir faire quelques petits projets sympathiques. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, vous le savez, je laisse tout mon code à disposition sur mon GitHub, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre quand je peux. Vous êtes de plus en plus à m'envoyer des mails, à m'envoyer des messages, donc c'est vraiment très très sympathique. Il y a des échanges qui sont vraiment très enrichissants, donc continuez à le faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous inscrire à la chaîne, ça m'incitera à en faire de nouvelles. En attendant, je vous dis à bientôt.